Tibanube fofo, Tibanube tumina, maman, oh yeah le bonheur. Toi et moi nous sommes un. Bienvenue, Madame, Messieurs, à cette messe patriotique. Une nouvelle fois, le plateau Bissau donne la parole à l'initiateur de cette campagne civique. Je citais l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Les valeurs citoyennes suscitent de l'intérêt à la chose publique et donc ce plateau Bissau du jour va brosser des points sur l'actualité. Nous parlerons de l'environnement, de l'élection, de l'éducation, mais aussi de l'aspect socio-culturo-politique. Alain Boma, merci d'être là. Merci Julie Sefou. Nous allons co-présenter cette émission avec deux consoeurs. Bibi Chungua, spécialiste en questions environnementales. Elle est le point focal de Biwan à la centrale électorale. Bienvenue. Merci Alain, merci. Et puis Fezamika qui est spécialiste en questions de développement. Bienvenue. Merci. Fezamika. Et en face de la presse, un invité, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, sous le regard attentif d'un public citoyen qui sera aujourd'hui suspendu à vos propos. Messieurs l'ambassadeur, vous êtes originaire du Haut-Katanga, territoire de Puerto. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, question d'entrée. On vous a vu vous enrôler accompagné de vos concitoyens, tambour battant, presque exactement comme feraient les hommes politiques à la simple exception, c'est qu'avec vous, il n'y a pas eu de banderole avec mention « Je m'enrôle » avec Jean-Pierre Moutamba. Qu'est-ce que ça présage? Rien. Ça présage tout simplement que nous nous sommes rendus compte que les gens étaient en train de pousser les Congolais à s'enrôler. Nous avons ressenti qu'il y avait une certaine résistance. Le message qui passe par rapport à l'enrôlement est diversement interprété. Ainsi, nous avons souhaité donner notre pierre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons non seulement été nous faire enrôler, on a suscité que les autres collègues, amis, s'enrôlent mêmement le même jour. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes candidat? À quoi? À l'ambassade de la République démocratique du Congo en Tanzanie, oui. C'est le poste que vous occupez maintenant. Vous avez des ambitions, d'autres ambitions par rapport aux élections qui pointent à l'horizon? Non, j'ai d'autres ambitions qui n'ont rien à voir avec les élections actuelles. Vous vous enrôlez avec une masse qui vous accompagne. C'est devenu à la mode aujourd'hui pour certains leaders politiques qui se font accompagner justement pour démontrer qu'ils ont une base. Oui, merci beaucoup pour revenir à la question à laquelle j'ai déjà répondu. J'ai dit tout à l'heure que j'aurais pu m'enrôler seul. Mais je pense quand même, en tant qu'ambassadeur, comme vous dites, en tant que... j'aime pas le terme qui dit leader d'opinion. Je ne suis pas leader d'opinion. Mais j'ai quand même des gens comme des Feza qui m'écoutent. Donc je peux demander à Feza, comme à Julie, c'est faut que c'est enrôlé hier. J'ai dit, vous attendez quoi pour aider la CENI à faire son travail? Alors, il était question que, en passant, je peux vous montrer les SMS que j'ai déjà eus. Les gens ont dit, ah, on a vu, ah, on avait déjà oublié qu'il y avait encore enrôlement. Donc, quelque part, l'objectif que je souhaitais que ça soit un filmé et un accompagné, les gens qui m'ont accompagné, bon, il y a eu des sympathisants, mais la plupart de ceux qui m'ont accompagné, c'était pour qu'on aille tous nous faire des membres enrôler. des Bissau, évidemment. Bissau qui pourra peut-être s'émuer en parti politique, qui sait? Non, ça aurait dû déjà être fait si c'était l'objectif. Nous n'avons pas les intentions de commencer un message en cachant un autre. Jamais. Vous pouvez observer, jamais Bissau ne s'émuera en parti politique. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs associations qui font la même chose que nous. Vous nous avez entendu aller dire arrêtez de balayer parce que Bopé Tonabiso, c'est Bissau qui avons commencé. Vous avez vu Ubuntu, je ne sais pas quoi là. Est-ce que vous m'avez vu? Solidarité. Ah, oui, femmes, etc. Il y a plein de structures aujourd'hui qui naissent au départ des actions que nous avons menées. Pourquoi? Parce que notre objectif n'est pas de conquérir le pouvoir. Notre objectif, c'est d'amener le Congolais à comprendre que leur pays est un pays qui leur appartient à eux. Et si aujourd'hui on s'amuse à laisser les gens décider à notre place, c'est terminé ça. Donc l'amour du pays, la connaissance du pays nous permettra justement d'être plus
fort et plus debout. Donc, c'est pour ça, vous savez, le thème d'ailleurs de tous les thèmes que nous avons déjà eus de Bissau, c'est dignité, honneur et fierté. C'est le corps que les Congolais aujourd'hui doivent avoir. Mais on dit aussi que ventre affamé n'a point d'oreille. Qu'est-ce que vous faites pour que ces peuples-là puissent vous écouter, incarner ou ancrer ce message de patriotisme? Ça dépend de quelles circonstances cet adage a été utilisé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons encore la possibilité de voir des femmes dignes. Comme je vous ai toujours dit, c'est un exemple que j'aime bien donner. Vous voyez, une dame qui a des problèmes sérieux chez elle, son mari n'arrive pas à nouer le bout du mois. Après, il dit, voilà, madame, yo, va voir l'ambassadeur pour qu'il te donne le machin. Et la dame arrive chez l'ambassadeur ou chez le ministre ou chez le PDG ou quoi. Le PDG qui lui dit, non, moi, pour te donner ce que tu demandes là, passe d'abord derrière, on va vérifier si tout marche bien. La femme refuse. Dit au monsieur, je préfère crever, mourir, que de faire ce que tu me demandes. Je pense que même la personne va dire ça, c'est une femme d'honneur. Est-ce que pour être un homme d'honneur, comme nous avons faim, nous allons nous déshabiller pour aller dans le pays à gauche, à droite, avant de terminer toutes les ressources congolaises? Moi, je pense que nous avons encore la possibilité de nous relever et de changer la situation de notre pays. La seule chose, c'est que nous-mêmes, Congolais, nous sommes le meurtrier de Congolais. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Quelle honte, 57 ans après, que quelqu'un se lève, aille à l'extérieur, dire « Ah oui, il faut sanctionner ces pays-là parce qu'ils n'ont pas fait ceci. » 57 ans après, nous sommes incapables. À qui la faute? À la conscience. La conscience, nous l'avons étudiée pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Cet acte intérieur qui nous dit que cet acte est bon ou mauvais. C'est la voix, la conscience, la voix intérieure qui nous dit. Alors, moi, je ne veux pas aujourd'hui que nous commençons à donner des fautes aux gens. La faute vient de très loin. Le civisme, on n'a pas appris ça. On connaît le pays, on connaît notre pays par la guerre. C'est là que moi, j'ai appris, par exemple, que le coltan, c'était un produit, le colombo-tantalite, comme on appelait, par la guerre. Ça veut dire qu'on n'a pas été suffisamment préparé, éduqué. Parce que c'est avec ça que nous pouvons réellement aimer notre pays. Cédric Ebondo. Et oui, monsieur l'ambassadeur, j'aimerais un tout petit peu revenir sur ce que vient de dire ma consoeur Fizamika. La sensibilisation, l'éveil patriotique, c'est l'objectif premier de la campagne d'éveil patriotique Bissau. Est-ce que vous comptez vous limiter justement par l'action que vous avez menée en descendant sur terrain, en menant avec vous une masse pour encourager l'enrôlement, ou bien vous allez continuer avec des activités visant à promouvoir ou encore encourager la population qui hésite encore à aller s'enrôler? Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'ici, dans la ville-province de Kinshasa, il y a encore un grand cap qu'il faudrait combler pour arriver à atteindre le taux fixé par la CENI pour ce qui est de la ville-province de Kinshasa. Non, je pense pas. Je pense que les choses sont en train de bien évoluer. Pourquoi je le dis, même à Kinshasa? Le vrai problème du Congolais, c'est toujours avoir le temps, pendant qu'il n'en a pas. Les gens vont courir vers quand on dira qu'on clôture demain, vous verrez que tout va se remplir. Et il y a ceux qui étaient des chantres qui s'opposaient à ce que l'enrôlement ou tout ce qui se faisait commence à se faire enrôler. Donc je peux considérer qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer dans le bon sens. Il ne faut pas non plus oublier une chose. La vraie sensibilisation, c'est peut-être celle que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes en train de sensibiliser, puisqu'on parle de l'enrôlement. Mais il y a deux choses. Les gens se font enrôler. Je pense que j'ai entendu sur vos baladeurs. Les gens disent, moi je me fais enrôler pour avoir une carte. Une carte d'identité. Oui, parce que ça donne lieu aussi à la carte d'identité. C'est ce qu'ils ont dit au niveau de la CENI. Aussi. Alors donc c'est bien qu'on s'enrôle. Et les autres s'enrôlent parce que enrôler, c'est comme dans l'armée. Quand on va à l'armée, on dit « je vais m'enrôler ». Ça veut dire quelque part, on sait pourquoi on va s'enrôler. On va s'engager, autrement dit, en synonyme. Quand je vais m'engager, pourquoi? Je dis
à l'issue de mon engagement ou de m'avoir fait enrôler hier, que nous voulons les élections. Plus nous voulons la paix. Nous voulons le développement. Mais ça passe justement par les urnes. À l'époque, pour que quelqu'un quitte un poste, il fallait se battre, dans les années. Et on s'est compris, on dit, bon, au lieu qu'on se batte, on va se battre dans les urnes. C'est pour ça que moi je dis qu'il faut vraiment faire un effort pour que les gens fassent un grand... se libèrent un peu de toutes les prétentions et organisent que la CENI fasse bien son travail et qu'à l'issue des élections ou des mécanismes organisés par la CENI, que nous puissions sortir sans une seule balle. La part de Bissau dans tout ça? Mais je sais que nous sommes en train de faire, c'est la sensibilisation. Mais que ce soit les élections, l'enrôlement, etc., ça ne va que dans ce qu'on a de l'attachement de son pays. Si on est attaché à son pays, si on comprend que son pays vaut quelque chose pour nous, on va aller se faire enrôler parce qu'on va dire, avec les élections, avec on ira dans la paix, on ira dans la tranquillité et l'issue, ça sera plutôt une fête. Vous voyez, quand on attend les résultats, les gens ne sortent plus, commencent à se cacher. Là, ça ne va vraiment pas. Il faut que cet esprit soit apaisé. C'est pour ça que vous vous souviendrez que, je crois, 2 ans avant même, nous avions lancé ce qu'on a appelé Cœur en paix. Pourquoi nous avons lancé Cœur en paix? Parce que nous savions que l'organisation des élections, les dialogues, les machins, etc., ça allait nous amener une période assez de frustration. Les périodes difficiles, de peur, etc. Alors on dit non, lançons Cœur en paix, sensibilisons les gens. Je suis content qu'aujourd'hui, j'apprends qu'il y a une foire sur la foire dite de la solidarité. Voilà, de la solidarité, c'est quoi la solidarité, etc. Voilà, tout ça, ça touche au social, ça touche, etc. Parce que il y a dans une des langues de chez nous, on dit si vous voulez être en paix, mangez avec tout le monde. Et je pense que dans ce cadre aussi de la solidarité, c'est que ceux qui ont partagent un peu avec ceux qui n'ont pas, etc. Mais bon, une société ne peut pas nécessairement vivre de ce genre de choses, mais ce sont des choses à encourager. Ça fait partie de cet appel de paix et d'unité que le Congolais devrait avoir pendant cette période. Monsieur l'ambassadeur, les Quinois se sont prononcés sur leur réelle motivation pour l'enrôlement. Ensemble, je propose à ce que nous puissions suivre cet élément. Effectivement, je me suis déjà enrôlé parce que c'est un devoir civique. Alors, on doit nécessairement s'enrôler pour avoir un peu l'occasion de voter nos dirigeants, c'est que le peuple veut. Non, pas encore. Parce que j'ai déjà perdu ma carte et il faut des témoins. Et je n'en ai pas encore. Je pense que je vais le faire demain. Je me suis enrôlé parce que nous attendons les élections. Bientôt là. Je me suis déjà enrôlé. C'est un devoir civique pour tout et chacun d'avoir une carte d'enrôlement. Et c'est aussi pour préparer pour les élections. La carte d'enrôlement a aussi d'autres avantages comme ça peut aider pour faire des transactions bancaires, pour voyager. Donc c'est une carte que tout le monde doit avoir, je crois. Est-ce que les Congolais de la Tanzanie manifestent le même enthousiasme pour cette opération d'enrôlement? Oui, comme vous le pensez, vous devez l'imaginer. Quand on est Congolais, on est à l'extérieur, on est plus attentif et même des fois très attentif par rapport aux Congolais qui vivent ici. Les gens attendent. Quel est le sort? Est-ce que les gens devraient venir au Congo s'enrôler ou voter comme moi je l'ai fait? Non, je pense qu'effectivement, les gens attendent les dispositifs qui sont mis en place pour que les Congolais de l'étranger puissent voter. Donc, d'abord se faire enrôler et puis voter. C'est une chose que les Congolais attendent réellement. Vous êtes ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Tanzanie. Pourquoi n'avoir pas attendu l'enrôlement au niveau de la Tanzanie? Vous avez préféré venir vous enrôler ici, à Kinshasa. Bon, vous avez dit que j'étais ambassadeur. Je n'étais pas résident en Tanzanie comme tout résident. Donc, mon statut me permet de m'enrôler ici. Et ce qu'il ne faut pas non plus oublier, c'est que ceux qui vont s'enrôler en Tanzanie ne vont voter que pour le chef de l'État.
alors qu'ici, nous allons voter pour les députés, etc. Donc, refaire quasiment toute la couche officielle. Donc, je pense que j'ai été seulement pressé. Pourquoi doit-on s'enrôler? D'ailleurs, vous avez dit que nous avions notre expert en matière de la CENI. C'est elle qui aurait pu bien vous expliquer. Pour que nous puissions définir le corps électoral, nous devons enrôler. C'est-à-dire que l'avantage de l'enrôlement, c'est un acte libre. Donc, vous voyez, par exemple, à Kinshasa, les gens parlent de 10 millions de Congolais. Pour tout le Congo, on spécule jusqu'à 80 millions de Congolais. Mais jusque-là, nous sommes à 40 quelque chose d'enrôlés et on espère, d'après les prévisions de la CENI, 45 millions de Congolais. La 2011, je pense qu'on était à peu près à 33 millions, de Congolais qui s'étaient fait enrôler. C'est sur base justement de ceux qui s'enrôlent qu'on détermine et le corps électoral et aussi voir combien les candidats ont eu chacun pour définir qui est les re-élus ou les re-élis. Alors vos propos nous plongent justement de plein pied dans l'élément que notre rédaction à l'Emboma avait proposé en son temps par rapport à la révision du fichier électoral qui déjà connaît un retard sur l'ensemble par rapport à ces prévisions, raison pour laquelle des voix se lèvent encore pour faire des propositions. Nous, on revient sur notre dossier et après, Bichingoua pourra continuer. C'était à 7h04 que la première carte d'électeur avait été délivrée symboliquement à ses premiers détenteurs congolais. Ce fut un dimanche 31 juillet 2016 à Gbadolité, dans la province pilote du Nord-Ubangi, une entité située à l'extrême nord-ouest de la République centrafricaine. Il s'agissait là du go donné pour une opération de grande envergure qui devra mobiliser l'ensemble du pays et permettre non seulement l'inscription de tous les électeurs, mais aussi assurer la délivrance de la nouvelle carte d'électeur. Prévues pour 10 mois, les opérations d'enregistrement des électeurs devraient s'achever ce 31 juillet 2017, projection de la Commission électorale nationale indépendante. Mais une année après, la réalité est tout autre. Kinshasa, inscrite dans le chronogramme de la CENI dans la 4e et dernière ère opérationnelle, poursuit encore avec l'enregistrement de ses électeurs. En dépit de certaines faiblesses relevées dans le parcours, la CENI évalue tout de même positivement cette opération dans la capitale congolaise. Aujourd'hui, 2 400 000 enrôlés. On a voulu les encourager. On a voulu évaluer ensemble avec eux. Nous voyons que c'est la commune de Lancelé qui est allée très loin, suivie de Kalamou, Limete, Gombe et les autres. Le grand retard accumulé dans le parachèvement de ce processus est à coup sûr pour la centrale électorale. L'inquiétude troublée et perturbée dans l'espace Kasaï pendant bientôt une année par des miliciens opérant sous le label Kamwina Nsapu. Raison de revoir le chronogramme et renvoyer les élections au-delà de décembre 2017. Les paramètres à notre présence nous donnent plus ou moins les raisons de penser qu'en décembre, il ne sera probablement pas possible de tenir cette date, d'autant que nous sommes en train de constituer les listes électorales et nous avons atteint 33 millions d'électeurs inscrits, mais il nous reste encore 2 provinces où on n'a pas encore commencé l'opération. Nanga a donné des explications techniques, mais il devra conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre se mettre autour d'une même table avec le président du Conseil national de suivi de l'accord et le gouvernement de la République pour évaluer tout le processus et préciser par la suite la tenue des prochaines élections. Impatients, certains compatriotes frustrés trouvent la démarche biaisée et en appellent à la publication immédiate d'un calendrier électoral. À l'occasion, des manifestations de rue ont même été prévues ce lundi dans plusieurs villes du pays. Dans cette atmosphère, de nombreux analystes soutiennent qu'un nouveau consensus doit être dégagé et des tractations seraient même lancées. Ce dossier a été signé Guilain Kabalou. Nous repassons la parole à Bibi Ngoua qui sera suivi de Fezamika.
Excellence, Monsieur l'ambassadeur, les centres d'inscription, le premier centre commenceront à fermer leurs portes à partir du 27 août. Donc des centres qui ont fonctionné normalement 90 jours durant sans interruption. Et ce retard de cette opération de révision du fichier électoral est décrié par des Congolais. Il y a des propositions qui ont été faites et vous vous associez aux propositions faites par ceux-là qui vous ont précédé ou vous sortez des sentiers battus? Quelles sont les propositions? Il y a des propositions qui ont été faites à la Commission électorale Que par exemple qu'on indépendante. fasse d'abord l'élection présidentielle, le reste suivra, ou qu'on décale d'un petit temps. Voici là où on en est pour l'heure. Bon, je pense d'abord qu'il y a, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle nous avons pris cet engagement de nous faire enrôler et de le vulgariser. Parce que je ne vois pas pourquoi je devrais me faire enrôler et le montrer. C'est un acte qui ne me concerne que moi-même. Mais nous nous sommes dit que s'il y a 2 personnes qui peuvent me suivre, ça serait une bonne chose. Mais l'enrôlement n'a pas été qu'encouragé par beaucoup de gens. Il y a beaucoup de facteurs qui ont fait qu'on n'atteigne pas rapidement cela. Et vous connaissez la taille de notre pays, vous connaissez le problème sécuritaire qui s'est passé dans certaines parties de notre pays. Et tous ces éléments-là font ce qu'on appelle la vie d'une institution. Parce qu'on ne peut pas croire que tout va se passer comme on a prévu. Il y a des imprévus. C'est pour ça qu'en tant qu'organisateur, l'institution qui a eu l'impérium ou la charge d'organiser les élections doit, lui, nous donner la proposition. C'est la CENI seule, la CENI à ce stade, qui peut dire « là, je ne peux pas, j'ai besoin d'autant de jours, d'une rallonge, ou etc. » Parce que c'est lui qui est en train d'organiser. Si maintenant les gens commencent à pousser la CENI ou à exiger que la CENI puisse donner des dates, ils s'ingèrent dans le travail de la CENI. À ce moment-là, ce n'est plus l'organe, comment on appelle ça, indépendant. Ils ne sont plus indépendants. Ils sont maintenant dictés par les politiques. Donc, la CENI doit nous donner techniquement les éléments qui font qu'à ces stades, ils ne peuvent pas organiser ou clôturer. S'ils peuvent avoir des prolongations, la CENI peut décider aujourd'hui que dans telle autre province, on rouvre parce qu'il y a autant de gens qui n'ont pas fait, etc. Donc, c'est à ce niveau-là que je pense que quand nous mettons en place des institutions, nous devons être capables de faire respecter cela. Si on a dit à la CENI d'organiser, faisons confiance à la CENI. On vient de renouveler au niveau de la questure à la CENI. Oui. Pourquoi? Parce que les partis politiques ont dit, nous n'avons plus confiance dans ceux qui sont là maintenant, parce que les partis se sont éclatés, les partis ont fait ceci, c'est notre quota, etc. Et cela a été fait justement pour que la CENI puisse conserver son autonomie, sa capacité de gérer les choses. Il y a les gens de l'opposition dedans, il y a les représentants de la majorité, etc., qui sont à la CENI. Donc, je pense qu'aujourd'hui, donner des propositions autres que techniques, que ce que Nanga pourrait donner, devient déjà une forme de violation. Difficile de parler de la crédibilité des élections en République démocratique du Congo sans la question sécuritaire sur le plan local et même dans la sous-région. Que peut-on attendre de la Tanzanie dans le cadre de la coopération bilatérale? Non, je ne pense pas que la question pourrait être adressée à ce qu'on attendrait de la Tanzanie. Moi, vous savez, je sais pas ce que je peux dire, l'amour de mon pays. Patriote et un même... peu plus que patriote. Merci. Mais le fait de croire que nous avons épuisé tout pour bien organiser les choses et qu'on aille maintenant à l'extérieur pour demander, là, je pense qu'on est trop tôt encore. On ne peut pas dire aujourd'hui que le problème sécuritaire pourrait nous empêcher. Aujourd'hui, je me rends compte d'ailleurs qu'on est en train de résorber le problème comme un Sapou est en train de se calmer. Les gens sont en train de comprendre qu'il y a eu effectivement, je peux le dire sans avoir peur de me faire contredire, beaucoup de manipulations. La manipulation peut être aussi médiatique. On raconte trop de choses, on invente trop de choses sur tous ces problèmes sécuritaires qui se passent. Aujourd'hui, effectivement, la paix est en train de
de s'installer partout où on n'avait pas encore fait les enrôlements. Donc il est question maintenant d'abord qu'on essaie de voir si on a épuisé toutes les possibilités pour faire cet enrôlement ou pour faire ces élections. Et quand vous parlez de la crédibilité, la situation n'est pas liée à la crédibilité des élections. La sécurité n'est pas liée. C'est plutôt l'enrôlement. C'est plutôt le nettoyage du fichier électoral. C'est plutôt tout ce qui va tourner autour de cet acte qui se passe maintenant qui peut garantir aux étrangers, aux partenaires, la crédibilité des élections. Donc la transparence dans les processus. Et c'est pour ça que nous demandons aux gens, au lieu de parler, de pousser les gens dans la rue ou je ne sais pas quoi, de s'enrôler et de veiller à ce que le contrôle du fichier électoral, du nettoyage, de tout ce qui va se passer, soit réellement fait, de sorte que le jour où on aura élection, qu'on ne puisse pas dire « Ah non, le fichier n'était pas bon ». Si aujourd'hui, nous sommes là où nous sommes, c'est justement à cause du même problème. Dans quel délai, Excellence? En 2011, on termine les élections, on dit voilà, ça s'est mal passé, le fichier n'était pas ceci, etc. Il faut, bon, on accepte cette fois-ci, mais il faut recommencer. Voilà où nous sommes allés. On a commencé par les concertations, consultations, dialogue, 3, 2, 1, etc. On a commencé à tourner. Tout ça pourquoi? Pour revoir fichier électoral. Donc, quelque part, je pourrais répondre aussi à la question qui m'a été posée, que j'ai éludée volontairement, de dire, est-ce qu'il faut aller d'abord vers le présidentiel ou les députés? Nous avons déjà un arriéré électoral. Nous avons déjà une dette. Est-ce qu'on va continuer à avoir des dettes? Ceux-là même qui nous poussent aujourd'hui à ce qu'on organise seulement d'abord présidentiel, demain ils vont dire, vous voyez, vous n'avez pas organisé les autres élections. Donc je pense, prenons notre mal en patience et organisons bien les choses. Enrôlez-vous, enrôlons-nous, etc. Terminons les choses. Est-ce que c'est bien? Oui, on y va aux élections et après les élections, on va voir comment les choses vont se passer. Alain Bouma, ça va être des questions politiques. Exact. Monsieur l'ambassadeur, à combien on peut estimer les ressortissants congolais vivant en Tanzanie aujourd'hui? Oh, vous savez, c'est assez compliqué. C'est justement le travail avec l'enrôlement ou le recensement, ça nous permettra au moins de savoir qui est congolais, qui vit en Tanzanie. La difficulté est simple. C'est un pays frontalier avec pas directement avec le Katanga, mais tous les gens qui viennent du Katanga passent par la route de la Zambie et font des affaires. Donc ils font 3, 4, 5 mois, ils rentrent. Ceux qui viennent de l'Est font la même chose, viennent, rentrent. Et tous ces gens, quand ils sont en Tanzanie, ils sont des Congolais. Maintenant, et appelé Congolais dans le langage diplomatique, c'est celui qui vit en Tanzanie, qui a un permis de résidence de la Tanzanie et qui est reconnu avec la carte consulaire à l'ambassade. À ce jour, 0. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire, de mettre d'abord les cartes consulaires en place et après les cartes consulaires, commencer maintenant à identifier qui sont Congolais avec résidence, minimum 1 année de permis de résidence. Donc c'est un travail qui doit se faire. Et ce travail-là n'est pas seulement le travail qui est posé en Tanzanie. C'est presque dans tout le pays. C'est pour ça que je pense, avec la nouvelle administration aux affaires étrangères, le travail est en train réellement de se faire. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes à quelques mois des élections, du moins selon l'accord du 31 décembre. La CENI dit que ce sera pratiquement impossible de connaître les élections à cette date-là. L'opposition tient mordicus à avoir ces élections avant le 31. Face à cette controverse, est-ce que vous ne pensez pas que la voie du 3e dialogue est déjà balisée? Bon, première chose, j'ai déjà répondu à cette question. Je reviens encore une fois. Qui organise les élections? Voilà la question. C'est la CENI. Organise les élections, mais sur base de l'accord du 31 décembre. Précise le délai et les moyens viennent du gouvernement. Nous, les citoyens, nous allons nous enrôler. Non. Le CENSA vient en appui, CENSA, institution où il y a encore beaucoup de problèmes. La crainte, monsieur l'ambassadeur, c'est qu'on revive la psychose de l'année dernière. Mais je suis content que vous posez des questions à laquelle vous avez des réponses. N'inversons pas les rôles. Sachons ce que nous faisons de nos engagements.
nous avons demandé à ce que le ministère de l'Intérieur, comme dans tous les pays du monde, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections dans la cellule duquel il y a la CENI. Nous, Congolais, tellement génies, nous avons dit non. Nous ne voulons pas que le ministère de l'Intérieur organise les élections. Nous voulons une structure indépendante. Pour la et transparence. on a mis la CENI. Et alors on a dit, voilà la CENI version Malumalu ou Mulunda, nous n'en voulons pas. Nous voulons la CENI avec une plénière. Donc ce n'est plus un président qui décide, c'est une plénière qui décide. Et dans cette CENI-là, nous disons qui doit venir dedans. Par rapport à la force en présence, chacun envoie ses délégués. Donc je viens de rappeler que la questure ou la vice-questure de la CENI a été remplacée parce que les délégués de l'opposition ne se sentaient plus représentés par celle-là. Alors, ils ont mis leur délégation. Dans la plénière de la CENI, il y a toutes les composantes de l'État congolais. La société civile, les confessions religieuses, etc. sont dedans. Donc, ils se réunissent et ils jugent. Alors, si vous dites, nous ne sommes pas d'accord, appelez votre représentant. Dites à votre représentant, dans votre plénière-là, voilà notre position. Si déjà nous commençons à respecter les institutions que nous mettons en place, notre pays a beaucoup de chances d'avancer. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui qu'on a la CENI, mais l'opposition ou le rassemblement ou je ne sais pas qui vient dire nous ne voulons pas de ça à telle période, faisons un troisième machin. Mais alors, on va aller à combien de trucs? C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de noter que le Congo changera quand nous accepterons de respecter les institutions que nous-mêmes nous mettons volontairement en place. Vous pensez que la communauté internationale a quelque chose à donner pour que ce processus aille au bout? Bon, ce sont des pratiques, hein. Ce sont des pratiques que nous avons trouvées. C'est exactement comme votre budget. Notre budget, à nous, il est, on dit 60% ressources propres et le reste, c'est les partenaires, etc., etc. C'est ce qui se passe partout, ça fait comme des traditions. Donc, la communauté internationale, européenne en particulier, est habituée, à chaque fois qu'il y a des élections, qu'on lui dise voilà nos besoins, appuyez-nous à faire ça, venez à faire ça, etc. Maintenant, c'est à nous, comment nous sommes organisés. Est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'organiser nous-mêmes ces élections? Nous l'avons fait en 2011. Est-ce que ce n'est pas ça qui nous a créé des problèmes? Nous allons parler de la campagne Bisso, de Bisso en tant qu'événement, mais avant tout, d'abord, le clip Bisso. Vive-toi, courageuse côte. Congolais, redresse-toi. Yeah. Lève tes yeux, regarde loin. Ta réussite brille à l'horizon. Ainsi de gloire et de paix, annonçons une victoire certaine. Isaiah Bisso, Bisso, baby, set the table, Bisso, Bisso, Atako Pasi, dressons nos fronts longtemps courbés, et pour de bon prenons les plus belles élans. C'est dans l'amour que nous bâtirons un Congo fort et plus beau que vent, mais dans la meilleure unisson. Yeah. Luttons tous pour un avenir de paix. Isaiah Bisso,
Bissau, le reflet d'un Congo qui avance. Bissau, nous le disions à l'instant, c'est aussi le rendez-vous culturel où les Congolais partagent leur vécu, où ils partagent des idées sous fond d'ambiance de chez nous, n'est-ce pas? C'est le rendez-vous d'un message à chaque fois dynamique avec l'initiateur de Bissau. Mais cette année, la question des Congolais et des amis des Congolais habitués à ce rendez-vous physique ou virtuel était de savoir pourquoi la mutation de Kinshasa à Dar es Salaam. Est-ce, monsieur l'initiateur, parce que vous êtes ambassadeur en Tanzanie pour l'instant? Non, parce que nous avions tout simplement dit depuis toujours que si jamais Ngoï Kassanji se réveille le matin et dit « Bissau sera chez moi, je prends en charge », nous irons. Si c'est qui maintenant, Kapopo, Lubumbashi, dit « Non, cette fois-ci, venez chez moi », nous irons. Pourquoi? Parce que l'objectif de Bissau, ce n'est pas nécessairement toutes ces fêtes que nous faisons. L'objectif de Bissau, c'est la sensibilisation à l'amour du Congo, que nous comprenons que nous sommes le Congo. Il ne faut même pas dire « nous avons le Congo », nous sommes le Congo. J'aime insister là-dessus parce que, je dis toujours, ce que j'ai, on peut me l'arracher. Mais ce que je suis, il faut me tuer. Alors, si pour démontrer que le Congo a une place importante, ce n'est pas nécessairement à Kinshasa seulement que nous devons le faire. Normalement, nous devions même aller plus loin. Et je pense que très bientôt, nous irons peut-être à Lubumbashi faire des activités là-bas, culturelles, etc., avec la sensibilisation sur l'amour de son pays. Quel est le pays que nous avons? Comment il est établi? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous perdons? Qu'est-ce que nous ne faisons pas? Etc. Parce que si les Congolais ne comprennent pas ça, on peut crier comme on veut. Tous ces problèmes-là, politiques, guerre, ça va continuer. Et nous irons nous accuser à l'extérieur, alors que nous devions nous asseoir ensemble, être une chose, être un. L'autre ou le dernier temps de parole de Fezamika, c'est maintenant. Monsieur l'ambassadeur, je reviens encore sur cette question. Vous l'avez dit, c'est bien bon de sensibiliser les Congolais à l'amour de la patrie, mais cet éveil de patriotisme en dehors de nos frontières, c'était une nécessité ou c'était un besoin. Finalement, ça touchait même les non-congolais. Quel est le message que vous avez véhiculé? Merci beaucoup. Même quand nous organisons ici, je vois des Européens et tous les autres, on invite les étrangers. Il y a des ambassades d'autres pays qui viennent à nos activités. Mais au moins, la cible, c'est d'abord le Congolais quand nous organisons ici. Oui, la cible, c'est le Congolais, mais les autres doivent commencer à écouter ou comprendre que nous sommes en train de nous réveiller. C'est ça le plus important. C'est pour ça d'ailleurs que nous le faisons des fois en français. Parce que nous voulons que aussi nos amis comprennent. Aujourd'hui, vous voulez être un ami, aidez-moi à avancer. Ne me détruisez pas. Mais je dois expliquer à cette personne que j'ai compris pourquoi de tout ce temps vous m'avez brimé. Pourquoi de tout ce temps vous ne voudrez pas que j'avance. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire. Si entre nous, Congolais, on continue à s'entre-accuser, tout simplement pour le haute toi de là que je m'y mette, on ne va pas s'en sortir. Le Congo n'a pas besoin de ça. Hein? Quand je vous dis 57 ans après, Anvers, en Belgique, est réputée ville mondiale de diamants. Il n'y a pas une seule graine de diamant en Belgique. Ça vient d'où? Il y a des pays qui se targuent de biens que nous avons. Aujourd'hui, même nos pays voisins commencent à construire des usines pour la transformation des minerais qui sont chez nous. Pendant ce temps-là, les Congolais continuent à se tuer, à s'entre-accuser. C'est là que nous disons, réveillons-nous, c'est notre pays. Et si on doit construire ce pays, on doit se mettre ensemble, quel que soit le temps que ça prendra, que nous puissions nous harmoniser notre langage, il vaut mieux encore que nous prenions le temps, que nous soyons un peuple à genoux. Et le Congo, ce n'est pas à genoux qu'on pourrait le mettre debout. Et ce qui se passe maintenant, c'est que les gens veulent se mettre à genoux pour dire aux autres, venez nous aider. J'ai même entendu un truc farfelu, je ne sais pas qui l'a dit, mais que Dieu pardonne cette personne, qu'on appelle la MONUSCO, faire la transition pendant le décembre ici, si on est incapable d'organiser les élections. Est-ce que ça peut sortir même de la bouche d'un Congolais normal?
Voilà ce que nous entendons. Je crois qu'il y a un problème. Il faut qu'on se réveille. Le Congo nous appartient. Qu'on organise les élections ou pas, le Congo nous appartiendra toujours. Quand ça se passe mal, on dit voilà, les Congolais ont échoué. Quand ça se passe bien, c'est nous qui avons aidé. Il n'y aura pas hécatombe après le 31 décembre au cas où les élections ne sont pas organisées. Oui, on a entendu des gens appeler, ville je ne sais pas quoi là, appeler je ne sais pas quoi là. Vous savez, c'est peut-être la religiosité ou la chrétienté qui m'amène à réfléchir un peu comme ça. Et j'ai un exemple extraordinaire. Et j'aimerais toujours que même ceux qui ne croient pas beaucoup lisent un peu cet exemple-là de Salomon, avec les 2 dames-là. Les dames sont venues, non, l'enfant est mort, non, c'est le sien, le mien, c'est celui-là. Alors le roi, dans sa grande sagesse, demande qu'on prenne l'épée, qu'on divise et qu'on donne à chacun un morceau. Alors on entend quelqu'un dire, oui, comme ça, nous tous, comme ça. Vous voyez comment les femmes parlent, hein, avec les pagnes, avec tous les Africains. Vraiment. L'autre dit non. Alors si c'est comme ça, laissez-le lui, elle, pardon, qu'elle prenne cet enfant, pourvu que je voie l'enfant vivre, mais ne le tuez pas. Qui est réellement la mère de cet enfant? Voilà le problème. Les gens aujourd'hui sont incapables d'accepter de céder ou d'accepter certaines choses par amour du Congo. Bien au contraire. Les gens meurent. Ah non, comme un sapou, ah même les mandicats, le Congo est arrivé avec. Et puis on dit non, mettez-vous dans la rue, mourrez. Et ils le disent dans les salons, dans les endroits, et ils demandent aux gens d'aller se tuer. Et il y a des petits garçons qui ne comprennent rien, qui vont aller se présenter dans la rue pour avoir des problèmes. Mais ça fait mal. Ça fait mal pourquoi? Parce qu'il y a des garçons qui sont dans la rue qui ne savent même pas lire une phrase de la Constitution. Même l'interprétation de la Constitution, ils ne l'ont pas. On les manipule. Il est vrai que la population, à un certain moment, quand les choses ne vont pas, doit se prendre en charge. C'est vrai. Mais dans quelles conditions? Est-ce que nous sommes dans le mur aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment impossible de dialoguer? Est-ce que c'est vraiment impossible que les choses changent ou que ça se fasse différemment? Voilà la situation. Monsieur l'ambassadeur, en vous attendre parler, c'est comme si en même temps vous reconnaissez que l'État a failli quelque part. Parce que quand vous parlez par exemple d'un enfant qui est dans la rue, qui ne sait pas lire, qui n'a pas le temps de pouvoir jeter un coup d'œil dans la Constitution, ça veut dire qu'il n'est pas incité à cette culture-là. Il y a beaucoup des choses sur lesquelles on voit que l'État a abandonné ses responsabilités. Ça veut dire d'une part, si on est où nous en sommes aujourd'hui, les responsabilités sont partagées. Non. Écoutez, l'école, effectivement, l'école est... on avait souhaité que ça soit gratuit, n'est-ce pas? Mais pas encore obligatoire. Non. Sauf qu'on avait dit tous les enfants à l'école. Ben, nous, je pense qu'il y a des gens ici qui vont se souvenir. En tout cas, moi, je mets mon image de Lubumbashi que j'ai. Il y a des véhicules de la police qui attrapaient les enfants à l'heure de l'école. Hein. Quand, à l'heure de cours, vous n'êtes pas à l'école, on vous attrapait, on vous amenait d'abord dans votre école. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est la démocratie que vous avez appelée de tous les vœux. C'est la démocratie aujourd'hui qui fait que tout le monde peut dire tout ce qu'il veut. Tout le monde peut insulter, tout le monde peut parler, tout le monde peut crier, tout le monde peut refuser, etc. Donc il faut faire avec. Quand Lumumba dit que ce n'est pas à l'extérieur qu'on va écrire l'histoire de notre pays, vous pensez que c'est de quelle histoire qu'il s'agit? C'est celle-là aussi. C'est-à-dire comment nous pouvons vivre, comment nous pouvons avancer, comment nous pouvons mettre ensemble les idées. Aujourd'hui, le président de la République, Joseph Kabila, est au pouvoir, avec tous les attributs possibles, l'armée, la police, les renseignements, etc. Il accepte de se mettre avec les gens de l'opposition et de parler et de donner la meilleure partie du pouvoir, l'exécutif, à l'opposition. Comment vous pouvez dire qu'on ne fait pas un effort pour que les choses marchent bien? Parce qu'il était dans un délai d'illégitimité. Il a fait des concessions. Est-ce qu'on serait le premier pays au monde d'avoir fait ça? Je vais vous rappeler la Centrafrique. Combien de fois ils ont reporté les élections? Aujourd'hui, c'est très facile que vous critiquez ou vous faites ce qu'on appelle de l'autoflagellation. Écoutez,
la situation de notre pays est assez exceptionnelle. Vous avez des voisins qui peuvent changer de constitution, qui peuvent changer de tout. C'est à peine qu'on parle comme si on était enrhumé. Mais le Congo n'a pas encore changé. Tout le monde dit, vous voulez changer la constitution. On n'a pas encore même dit qu'on va changer. Et puis après, quand on dit non, ils ne changent pas. Hein. Oh, ils ne changent pas. Oh, ils vont faire le référendum. Alors tout le monde, ils vont faire le référendum. C'est parce que vous ne connaissez pas votre pays. C'est un pays extraordinaire. Les autres ont vu. Et personne ne veut que le Congo l'échappe. Il faut contrôler le Congo. Il y a des gens, effectivement, qui sont peut-être manipulés par les gens qui ne veulent pas que le Congolais se développe. Oui, aujourd'hui, nous avons des problèmes. Nous n'avons pas organisé les élections en temps. Pourquoi? Les raisons ont été données. Si vous dites non, il ne fallait pas venir au dialogue. C'est parce que les gens ont compris que les raisons que le pouvoir a données étaient vraies qu'il fallait qu'on s'asseye pour qu'on voie l'issue et la sortie pacifique du fait qu'on ne pouvait pas organiser dans le temps. Pourtant, gouverner, c'est prévoir. Avec l'expérience déjà qu'on a du déroulement des élections, nous sommes quand même des donneurs de leçons. Quelque part, nous aurions dû anticiper. Oui, c'est ça qu'on nous reproche. Oui, oui, absolument. Mais si, par exemple, je prends 80% du budget du Congo, je mets dans l'armée, on va dire qu'il est en train d'organiser quoi? Gouverner, c'est prévoir. Est-ce que nous allons nous asseoir dans notre pays, nous nous disons, demain, le Rwanda va nous attaquer, demain, le Brazza va nous attaquer? Non. Ce sont des circonstances qui arrivent qu'un gouvernant doit gérer. Maintenant, il y a un choix. Est-ce que je mets de l'argent pour que l'intégrité de mon pays reste, ou je garde cet argent pour l'organisation des élections pendant que tout le pays est en train de se liquéfier? On a des mouvements là-bas, des AFDLR, de ici, les Kamouina, Sapou, là-bas, le machin. Mais le budget est le même que nous avons voté. Donc, à un moment donné, nous devons nous dire quelles sont les priorités. Et ça, on explique. Les premières concertations que nous avons eues, c'était pourquoi? Parce qu'on était attaqué à l'Est. Les gens ont dit, bon, voilà, il y a des problèmes à l'Est. Il faut qu'on se mette dedans. On a commencé à se mettre dedans, mais c'est à coût d'argent. Vous pensez qu'on fait la sécurité sans argent? Non. Alors, voilà la situation. Nous nous trouvons effectivement dans une situation que les opposants connaissent. C'est pour ça qu'ils ont accepté qu'on se mette ensemble. Et si aujourd'hui on n'organise pas, ce n'est pas parce que le gouvernement n'a pas organisé, c'est parce qu'ils ne se sont pas entendus. C'est différent. Si ces gens s'étaient entendus, qu'on avait la CINSA en temps, qu'on avait tous les trucs en temps, qu'on avait la primature en temps, etc., on n'aurait pas eu ce problème. Donc aujourd'hui, on condamne qui on condamne parce qu'on a envie de condamner. On va parler de Bopeto, Nabiso. Bisso a amorcé cette campagne. Bopeto, Nabiso, bien relayé par d'autres mouvements aussi. Non à l'insalubrité, mais on continue quand même à vivre avec un tas de saleté. Finalement, on se demande, est-ce qu'on déshabille Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre? C'est un échec consommé, vous devriez laisser? La question, vous me la posez comme si Bisso, c'est moi. Moi, c'est Nga, même en Lingala. Bisso, c'est nous. Donc, c'est une question qui est générale. Mais vous êtes le géniteur. Oui, j'aimerais bien avoir comme ça tous ces enfants à moi. Mais enfin, le problème, justement, le problème du Congo. J'ai vécu une situation qui m'a beaucoup frustré et dérangé. OK? Quelle est la situation? Je prends mon avion à Zaventem. Mais avant de prendre l'avion, on nous met en file, comment on appelle ça, indienne? Etc. Et on nous bouscule là. Tout le monde, mon voisin derrière là était là, on arrive là, passeport. Ah oui, mais vous n'avez pas de... Ok, allez, bon voyage, bon, on passe. Quand on arrive à Kin, on nous dit non, venez dans le Moulongo ici. Le gaillard qui était devant moi là s'énerve. Vous parlez pourquoi? Hein? Même chez nous ici. Alors, donc, lui, il préfère se mettre en file indienne à l'extérieur, mais chez lui, non. Voilà le problème du Congo. Comment vous pouvez m'expliquer d'abord que vous vivez avec la saleté devant votre maison? Vous attendez que le gouvernement vienne ramasser. Il y a les immondices, les moustiques, les machins. C'est pour ça que nous apprenons aux gens l'amour de leur pays. Si vous aimez votre pays et vous vous aimez vous-même, vous ne laisserez pas d'abord votre devanture sale. Mais l'autre côté, il faut condamner la ville. Hein. Nous ne pouvons faire que
ce que nous pouvons faire dans les limites de nos moyens. Mais c'est plutôt la ville qui devait relayer ce que nous avions commencé à faire. D'abord, vous imaginez que nous ne pouvons travailler que samedi. Sinon, il faut demander l'autorisation tout le temps. Samedi a été décrété journée de Salongo. Où est-ce qu'on a distribué des cartons d'amande dans les marchés, dans les magasins, parce que samedi, leur devanture est toujours sale. Bien au contraire, par exemple, les gens ferment les boutiques et ils attendent midi ou je ne sais pas 10 heures à la fin de Salongo. Ils ouvrent et devant, c'est toujours sale. Donc, je pense que bâton, carotte, l'État doit sanctionner à ce niveau-là. Vous dites bien, nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons faire. Bissau, qu'est-ce que nous, c'est ça, qu'est-ce que Bissau faisons? Voici un extrait. Changement climatique, tout le monde regarde tout le monde et tout le monde compte sur tout le monde. Le plus averti s'affiche déjà à travers des actions vertes et très pragmatiques, cas de la campagne d'éveil patriotique Bissau qui transmet des vertus, de prise de conscience, des responsabilités civiques. Au nombre de tout cela, la donne écologique à travers des campagnes d'assainissement visant un environnement salubre et propice pour le développement de la nation. Une idée écologique salvatrice de grande portée à laquelle se joignent plusieurs autres structures. Je voulais accompagner Bissau dans son initiative qui m'a plu. Moi, c'est quand tu dis Bissau, j'ai toujours dit chez nous. Et si je suis accompagnée aujourd'hui des étudiants, c'est parce que je voudrais sensibiliser les étudiants de Green Team. Les Green Team de chaque institution, à l'ISP, à l'UPC, à l'ISAU, au campus, à l'UPEN. Que les étudiants puissent aussi s'impliquer dans le domaine de l'environnement. Parce que l'environnement, c'est l'affaire de tous. Et les étudiants d'aujourd'hui, c'est l'avenir de demain. Et il faut que ces étudiants songent à France aujourd'hui, à laisser un héritage écologique aux générations futures. Ce matin, ce sont les étudiants regroupés au sein des Green Team qui ont donné le ton, facilement repérables de par leur tenue, munis des brosses, balais et autres matériels d'assainissement. Ces éco-étudiants ont pris d'assaut le rond-point UPEN. Aujourd'hui, la question de l'environnement n'est pas réservée que aux autorités, n'est pas réservée que aux preneurs de décision, mais eux aussi font partie de ce processus de prise de décision et des actions qu'ils peuvent faire. Aujourd'hui, les futurs urbanistes architectes peuvent proposer des villages ou de villes environnementales ouvertes. On a pris conscience d'être ensemble avec les autres, que nous puissions vraiment se matérialiser beaucoup sur l'aspect environnemental dans tous nos projets et toutes nos conceptions. La préservation de la planète, une question prise à bras les corps par ces jeunes qui, de par leurs actes écologiques, transmettent des messages verts tout en incitant les autres à leur emboîter les pas. L'assainissement reste un outil indispensable à la santé publique. Donc si nous faisons ceci, c'est pour essayer aussi de sensibiliser nos camarades à la question de l'environnement, sur l'assainissement. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation et la femme doit transmettre ses valeurs et tout. Et en tant qu'étudiant, nous sommes en train de transmettre ces messages à tous étudiants de prendre conscience sur notre environnement. Si nous gardons notre environnement sain, nous protégeons notre nature. Bissau, qui se voit du jour au lendemain une culture citoyenne par l'appropriation de tous, ne jure que pour le bien-être du Congo par les Congolais. Oui, monsieur l'ambassadeur, les déchets ailleurs constituent une source de revenus. Est-ce que la campagne Bissau prévoit cette transformation dans la mentalité des Congolais? Bon, écoutez, je pense qu'on commence même à penser de sortir au-delà de la simple sensibilisation à l'action carrément. Parce que nous étions à la sensibilisation. Expliquer aux gens comment ils doivent vivre, comment ils ne doivent pas vivre avec la saleté, comment ils doivent améliorer. Les déchets qu'on ramasse, c'est une solution, la transformation de ces déchets. Les déchets alimentaires en compost, des déchets en plastique peuvent être recyclés pour en faire même des pavements, etc. Donc, tout est richesse au Congo. C'est pour ça que je vous dis, il faut comprendre la grandeur de votre pays. Il faut apprendre aux gens, effectivement, qu'avec les déchets, il faut les séparer, etc. C'est une campagne qu'il faut mettre en place. C'est une vraie campagne qu'il faut mettre en place. C'est des choses qui peuvent donner beaucoup de moyens. Aujourd'hui, pourquoi on ne profiterait pas de la décentralisation? C'est ça la situation. Nous devons profiter de la décentralisation. Les communes, la commune de Kitambo, je crois, oui. qui excelle dans ce domaine. Oui,
qui excellent, c'est très bien, il faut que ça continue. Mais je suis passé aussi dans d'autres quartiers de Kitambo où je pense que la population attend la visite du bourgmestre pour commencer à travailler. C'est ça que je dis que ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. Les gens doivent eux-mêmes prendre de l'initiative. Et l'on ne peut prendre de l'initiative que si on connaît pour qui on fait ça. Nous faisons ça pour le Congo. Julie, nous allons bientôt là boucler cette émission, mais avant complètement de la boucler, nous allons appeler tout le monde à avoir la paix dans le cœur, la paix qui va amener la paix aussi dans le pays, en proposant un élément, un condensé sur Cœur en paix. C'est une des activités aussi de la grande campagne Bisso. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Au-delà de tout ce que traverse notre pays, le meilleur de nous-mêmes devait être de mise. Hein. Et pour donner ce que l'on a, il faut que nous-mêmes, déjà, nous soyons en harmonie par rapport à nous-mêmes. Et donc, c'est ça, ce Suivant concept. Ce condensé de Cœur en paix. 56 ans après son accession à l'indépendance, la population congolaise plus que jamais aspire à la paix. Aspiration de tout un peuple relayée ici par la campagne Bisso dans son thème évocateur de la 6e édition. Cœur en paix, thème revêtant une double signification. Cœur d'abord avec H comme un ensemble de personnes qui chantent ensemble, mais aussi cœur comme organe vital de l'homme. Dans tous les deux cas, l'harmonie et la quiétude sont évoquées. Moi, ce qui m'a attiré d'abord dans le concept, c'est le H qui a tendance à disparaître sur le logo. Qui a une couleur différente par rapport aux restes. Ça veut dire que quand on voit un cœur, on pense au cœur, mais c'est aussi le fait d'être ensemble avec le H qui fait chœur quand on le voit. Donc ça me dit que le Congo, tout le monde travaillons ensemble pour la paix. Que chacun dans son secteur puisse mettre du sien pour que le Congo puisse se développer, pour que le Congo puisse vivre en paix. Eh bien, quand on parle d'un cœur en paix, moi je vois un cœur en toute quiétude. Un cœur qui n'est pas préoccupé par des questions de l'heure. Un cœur qui œuvre pour résoudre les difficultés ou les inquiétudes qui peuvent entamer son développement. La paix dans le pays, le développement et l'émergence en dépendent. Quand le Congo est blessé, c'est vous et moi qui en portons les plaies. Voilà, Cœur en paix, c'est une belle initiative. Si on n'a pas la paix, on ne peut pas vivre aisément, on ne peut pas manger parce qu'on n'a pas la paix. Cela évoque pour moi le besoin d'harmonie. Vous savez, nous perdons énormément d'argent, de ressources financières. Je crois simplement que quand nous n'avons pas de paix, quand nous n'avons pas une harmonie, il est très difficile de pouvoir nous concentrer sur l'essentiel. Vivre en toute sérénité requiert l'implication de tous, la même mise de tout un chacun. Bisso en fait son credo. Bisso. Ce condensé de Cœur en paix place le décor pour dire le dernier mot en toute quiétude. On a parcouru l'actualité, on a parlé de différentes facettes de la campagne Bisso. On a senti l'élan de patriotisme. L'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, initiateur de la campagne Bisso, le dernier mot vous revient. Pour aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est vrai que nous sommes dans une période assez difficile, interprétée de diverses manières. Mais comme je dis, 1, que le Congo reste debout. 2, qu'on ne fasse pas tuer des gens inutilement alors que nous avons la possibilité de parler. La paix, c'est l'effort de tout le monde. Je ne peux être en paix avec vous que si nous parlons. Je ne peux pas rester dans mon coin, je dis non, moi je suis en paix, vous aussi vous dites en paix, mais après on se retrouve sur le terrain, on se bat. Donc il est important que nous puissions préserver notre patrimoine, comme on dit, notre patrimoine que nous avons, qui est le Congo. Et ce patrimoine, ce n'est pas seulement les bâtiments, c'est ce que nous avons, le sol, le sous-sol, le tourisme, tout ce qui a la richesse, c'est ça qui fera que le Congo sera un grand pays. Si, tous ensemble, nous acceptons de regarder dans la même direction, de chercher la paix, de prendre vos cartes d'enrôlement, d'aller dans l'urne et de ne pas prendre des balles pour loger dans les gens en pensant que c'est ça la solution pour la paix. Le patriote a dit, voilà donc cette exhortation qui devrait demeurer dans le cœur des citoyens qui partagent avec lui cette vision de la campagne Bisso.
Nul ne pourra aimer notre pays plus que nous-mêmes. Il ne nous reste plus qu'à dire merci dans un cœur rempli de paix. À vous, distingués confrères, pour avoir partagé ce plateau avec nous. Fezamika, Bibi Shungua et le nom mal improvisé, Cédric Ebondo, qui nous a rejoints dans Bisso, Alain Boma. Merci. Et à vous, chers invités initiateurs de cette campagne Bisso qui édifie plus d'un Congolais. Vous êtes originaire de Puerto, dans le Haut-Katanga, mais vous travaillez pour le bonheur de toute la République. Voilà, le nationalisme. Mesdames, Messieurs, aimons notre pays parce qu'il est à nous. Et Loko Nabisso. On se retrouve très prochainement dans un cœur rempli de paix. Au revoir. Tibanube fofo, Tibanube tumina, maman, ah yel bono, toi et moi nous sommes un.